Je vous présente immédiatement les intervenants de cette première table ronde donc, qui s'intitule « Nommer et comprendre les violences sexuelles ». Voilà, donc Véronique Legoaziou, qui est sociologue, ethnologue, qui est chercheur associé donc, au Centre d'études sur le droit et les institutions pénales. Elle travaille depuis une quinzaine d'années sur les problématiques de violence et d'insécurité et sur les quartiers populaires. Donc ces thèmes de recherche, c'est l'histoire et la situation des quartiers populaires, la psychosociologie des habitants, les politiques de la ville, la sociologie de la délinquance et les débats publics autour de la notion d'insécurité. Alors Véronique Legoaziou vient de terminer une recherche sur les violences des mineurs. Un ouvrage à paraître sur ce sujet le 8 octobre, si je comprends bien, c'est imminent. Et donc, elle vient de commencer avec Laurent Mucchielli, c'est ça, une recherche sur les viols. Donc, les derniers ouvrages parus, c'est, là concernant, donc une co-direction d'ouvrage sur les émeutes de novembre 2005 et aussi un ouvrage sur le rapport à la lecture des jeunes en grande difficulté. Et c'est un autre ouvrage sur la violence des jeunes. Voilà. Ensuite, Alice Debauche, donc, qui est à côté de Véronique Legoaziou, qui est statisticienne économiste. Alice est actuellement attachée temporaire d'enseignement et de recherche, dans notre milieu on dit ATER pour aller vite, en sociologie à l'université Paris 7 Diderot. Elle prépare une thèse en sociologie à l'INED, juste à côté, c'est-à-dire à l'Institut national d'études démographiques et à l'Observatoire sociologique du changement. Thèse intitulée « Viol et rapports de genre, émergence, enregistrement et contestation d'un crime contre la personne ». Troisième intervenant de cette table ronde, Philippe Lyotard, donc, qui est maître de conférence en STAPS, je traduis, Sciences et techniques en activité physique et sportive à l'Université de Lyon 1. Il travaille sur les modifications contemporaines du corps, les relations sociales entre les sexes et les représentations de la sexualité. Il a dirigé la publication en 2008 d'un ouvrage « Sport et homosexualité ». Et il a aussi publié en co-auteur avec Frédéric Bayette un ouvrage intitulé « Sport et virilisme » dans lequel il consacre un chapitre aux violences sexuelles. Dernièrement, il a participé en tant qu'expert au groupe de travail du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports sur la mise en place d'un dispositif de prévention des violences sexuelles dans le sport. Et il travaille aujourd'hui à l'élaboration d'un outil de prévention avec le Comité national olympique et sportif, dit CNOSF. Et Emmanuel Piette, donc, qui est à ma gauche, Emmanuel Piette, donc, qui est médecin départemental de PMI, qui est chargé des centres de planification familiale et qui est présidente du collectif féministe Recherche sur les violences sexuelles subies par les jeunes. Quelles sont les évolutions que vous observez depuis une quinzaine d'années? Le champ dans lequel je me situe et les propos que je vais tenir sont notamment issus d'un travail que nous avons conduit avec une équipe du CESDIP sur la violence des jeunes. Et nous commençons une recherche de type sociologique sur les viols, cette fois-ci pas forcément des jeunes, ni auteurs, ni victimes. Mais là, les réponses que je vais tenter d'apporter à la question qui vient de m'être posée doit bien être comprise comme les violences sexuelles subies par des jeunes et commises par des jeunes. C'est donc un champ très particulier puisque c'est le domaine sur lequel nous avons travaillé. Alors, je précise aussi que c'est une recherche qui est faite sur la base de dossiers judiciaires, autrement dit des jeunes auteurs sous main de justice, comme on le dit aujourd'hui, et sur 2 départements de la région parisienne, Yvelines et Seine-Saint-Denis. Alors, pour aller droit au but, nous avons, dans le cadre de cette recherche, observé 4 évolutions entre 1993 et 2005. Il se trouve que c'était 15 ans, que c'était les 2 dates que nous étions fixées. Je vais les rassembler toutes les 4 dans une même phrase. Augmentation des faits de violences sexuelles commises par des jeunes sur d'autres jeunes ou des moins jeunes, d'ailleurs, donc augmentation des faits. Augmentation ou accentuation des violences sexuelles intrafamiliales. Je vais commenter après tout ça en quelques mots. Rajeunissement de l'âge des protagonistes et faits de moindre gravité. Alors si je le reprends très rapidement et très succinctement pour chacun de ces éléments,
Augmentation des faits, c'est qu'on trouve effectivement un doublement, on pourrait presque dire, une multiplication par 2 des faits saisis par la justice, entendons-nous bien, entre 1993 et 2005. Vous n'êtes pas sans savoir que l'augmentation d'un chiffre ne signifie pas nécessairement l'augmentation du phénomène que ce chiffre mesure. Ce n'est pas ici que je vais le dire, mais il importe tout de même de le redire. Ça peut signifier une augmentation des plaintes des victimes. Ça peut signifier une activation du travail des professionnels chargés de détecter, prévenir, dissuader ou poursuivre les faits qualifiés. Il peut aussi s'agir très clairement, en ce qui concerne les violences sexuelles, d'un durcissement judiciaire. Et ces différents motifs ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Le résultat, en tout cas, c'est vrai à l'échelle nationale, c'est vrai à l'échelle des 2 départements franciliens sur lesquels nous avons travaillé. Il y a une multiplication par 2 des violences sexuelles commises par des mineurs sur d'autres jeunes ou un autre type de public. Ça, c'est la première évolution. Donc une inflation qui est, encore une fois, à prendre avec beaucoup de prudence. Je vous y invite. Deuxièmement, nous avons vu également à l'intérieur de cette inflation et de cette augmentation une accentuation des violences intrafamiliales. Pour le dire en termes concrets, plus d'agressions sexuelles de frères sur des sœurs, de cousins sur des cousines, voire d'oncles sur des nièces. J'ouvre néanmoins une parenthèse pour dire que 30% des victimes sont des garçons. Il ne faudrait pas croire que les violences sexuelles dans l'univers des jeunes, ce sont uniquement des filles ou des jeunes filles qui en sont victimes, puisqu'on trouve presque un tiers de victimes garçons. Néanmoins, donc, davantage de faits à l'intérieur du cercle intrafamilial par rapport aux années précédentes où ça restait de toute façon dans un cercle de grande proximité relationnelle, mais on trouvait davantage d'amis, de copains. Là, on voit en tout cas une accentuation. Ça se resserre vers l'intérieur de la famille. On pourra en discuter, essayer de comprendre la signification que cela peut avoir. Troisième évolution, qui est très liée à la seconde de mon point de vue, rajeunissement des protagonistes, des auteurs comme des victimes. Où en gros, en 15 ans, la moyenne d'âge diminue de 8 mois, ce qui n'est pas rien en 15 ans. Alors l'écart type, après, il va de 4-5 ans jusqu'à... Je parle aussi bien je parle des protagonistes, la auteur et victime, donc de 4-5 ans jusqu'à 18 ans, parce que nous n'avons travaillé que sur les mineurs. Mais on voit clairement que les protagonistes de ces affaires, les auteurs en particulier, mais les victimes aussi, sont un petit peu plus jeunes sur les 15 années qui viennent de s'écouler. Là aussi, on pourrait avancer un certain nombre d'hypothèses qui permettraient de l'expliquer. Et enfin, j'essaie de me respecter le temps qui nous est imparti, au fond des faits de moindre gravité. Alors, c'est très compliqué d'estimer la gravité d'une violence de façon générale, la gravité d'une violence sexuelle a fortiori, comment est-ce qu'elle se mesure, de quels outils dispose-t-on. L'indicateur que retient la justice, en tout cas le code pénal, c'est la fameuse ITT, l'interruption temporaire d'activité, l'interruption temporaire de travail. Néanmoins, si on se fie à cet indicateur-là d'une part, et si on essaye de lire entre les lignes des expertises des psychologues ou des psychiatres qui voient les victimes et qui voient les auteurs, le résultat est en effet les faits de moindre gravité, c'est-à-dire moins de violences sexuelles commises avec violence, paradoxalement, et si vous me passez le jeu de mots, et davantage, mais j'y reviendrai lors de la deuxième question, de choses qui sont de l'ordre du jeu ou de l'initiation sexuelle en phase de développement pubertaire et de découverte de la sexualité, qui fait que la notion de violence sexuelle peut vraisemblablement, pour une partie de ces protagonistes, être relativisée. Voilà, les 4 évolutions. Dans ma thèse, je traite à la fois, je traite des violences sexuelles à partir des grandes enquêtes quantitatives telles que l'ANVEF et un peu plus récemment et un peu moins profondément de l'enquête sur la sexualité de 2006. En tout cas, je vais utiliser ces données-là aujourd'hui. Et je travaille aussi également à partir de données que j'ai collectées au collectif féministe contre le viol, à partir des archives des appels, et qui fournissent des données originales et qui souvent permettent de compléter avec profit les données des enquêtes. Alors la première question porte sur l'évolution des violences subies par les jeunes. Alors si on s'intéresse à cette question à partir des grandes enquêtes quantitatives, on a un peu de mal à répondre, principalement parce que ces enquêtes sont réalisées sur les plus de 18 ans. Donc on a assez peu d'éléments sur ce que déclare ou ce qui arrive aux moins de 18 ans. Il y a eu une enquête en 1994 sur la sexualité des jeunes qui proposait des résultats assez différents de ceux
des enquêtes réalisées sur les adultes et notamment qui proposaient qui trouvaient des taux de déclaration de violences sexuelles bien supérieurs à ceux des enquêtes sur les adultes. Alors, en particulier, le pourcentage de jeunes filles qui déclaraient des rapports forcés était de 15,4%, alors que dans les enquêtes sur les adultes, on trouve des taux qui sont plutôt autour de 5% et plus récemment 10%. Alors, à part des questions de méthodologie qui peuvent expliquer ces différences, ça laisse supposer que les jeunes soit subissent plus de rapports forcés que les autres, soit qu'ils sont plutôt plus enclins à les déclarer dans une enquête. Alors, toujours à partir des enquêtes, si on observe le taux de jeunes adultes qui déclarent des violences sexuelles, on constate que ce taux est en augmentation. Par exemple, dans l'ANVEF, en 2000, les femmes âgées de 20 à 24 ans étaient 4,5% à déclarer des attouchements et elles étaient 11,7% en 2006. De la même manière, si on regarde les rapports forcés, elles étaient 1,4%, donc des 20-24 ans, à déclarer des rapports forcés en 2000 et elles étaient 5,8% en 2006. Donc sans pouvoir statuer sur une évolution des faits, on peut quand même conclure que les jeunes femmes et les jeunes hommes déclarent de plus en plus de violences sexuelles depuis une vingtaine d'années. Les violences qui sont déclarées par ces jeunes femmes et ces jeunes hommes se produisent dans la très grande majorité pendant l'enfance et la jeunesse. C'est-à-dire que dans l'ANVEF, on note que 80% des rapports forcés subis par les femmes l'ont été avant 20 ans. Et pour les hommes, 80% de ces violences se produisent avant 18 ans. De la même manière, les données associatives montrent la très grande proportion des jeunes parmi les victimes, puisque à partir des appels passés au collectif, on constate que 75% de ces appels concernent des victimes de moins de 20 ans et 25% des appels pour des violences sexuelles subies entre 15 et 19 ans. Donc les violences sexuelles subies par les jeunes représentent une part très importante des violences sexuelles et on peut se demander dans quelle mesure elles sont spécifiques. Alors on considère que, quand on parle des violences sexuelles subies par les enfants, à opposer aux violences sexuelles subies par les jeunes, ou qu'on pourrait opposer peut-être, ces violences se produisent très très majoritairement dans le cercle familial. Les violences subies par les adultes sont plus souvent le fait d'un conjoint ou d'un inconnu. Donc on pourrait imaginer que la période de jeunesse se démarque fortement de cette période d'enfance et de cette période adulte. Et finalement, en fait, la période de jeunesse peut être caractérisée par une vulnérabilité à l'ensemble des formes de violences sexuelles. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à l'abri des violences perpétrées au sein du cercle familial, soit que ces violences débutent tardivement, soit qu'elles se poursuivent en ayant débuté très tôt. Ils sont également soumis aux violences sexuelles commises par des inconnus et dans la sphère publique. Ils entament souvent leur vie sexuelle et amoureuse et ils peuvent être confrontés à des violences sexuelles dans ce cadre-là. Et enfin, ils sont victimes de violences commises par un copain, un camarade, ou en tout cas dans le cercle amical. Pour rappel, 80% des auteurs des violences sexuelles sont connus par leurs victimes au moment du viol ou des agressions sexuelles. Donc, pour conclure, je dirais que la jeunesse est une période de très grande vulnérabilité à l'ensemble des formes de violences sexuelles. Dans le sport, donc c'est un espace particulier. Je ne suis pas dans la famille, je ne suis pas dans le milieu de l'entreprise. Je travaille donc dans un espace qui est un espace de loisirs ou professionnel pour une marge particulière. Mais la première évolution est liée à la visibilité et à la réception de l'existence de ces violences. À titre d'exemple, l'ouvrage qu'a mentionné tout à l'heure Catherine Louveau, Sport et virilisme, dont la moitié de l'ouvrage était consacrée aux violences sexuelles, est paru en 1999. À cette époque, il fait un flop. Enfin, où fait-il un flop ? Dans le milieu du sport, dans le milieu de l'université dans laquelle je travaille, c'est-à-dire la faculté des sports. Alors qu'en revanche, il est bien perçu dans les milieux féministes, dans les milieux associatifs militants qui travaillent sur les questions de violences sexuelles et qui savent bien que ces violences sexuelles ne sont pas réservées à un espace particulier, mais qu'elles sont forcément identifiables dans tous les secteurs sociaux. En revanche, donc, au moment même où, en 2000, s'organisent les assises Femmes et Sport,
et où dans un premier temps on me demande d'intervenir à Montpellier dans un des colloques Femmes et Sport, et dans un second temps, quand je présente la thématique sur laquelle je voudrais travailler, les violences sexuelles, vu que je venais de sortir un bouquin, on me dit mais on n'a pas tellement envisagé de travailler là-dessus, on pensait plutôt montrer que les dirigeantes étaient moins nombreuses que les hommes, que les filles ont moins de moyens que les garçons, etc. Donc voilà, il y a eu vraiment du point de vue de l'institution sportive une sorte de refus d'observer cette réalité. Alors, en termes de visibilité et de réception, je dirais pas qu'on en sait beaucoup plus, malgré une enquête qui a été diligentée par le ministère en 2007, mais il y a eu peut-être une plus grande publicité faite à certaines affaires, notamment dernièrement l'histoire de la tenniswoman Isabelle de Mongeau, qui a fait un livre dans lequel elle rend compte du viol dont elle a été la victime de par son entraîneur de l'âge de 13 ans à l'âge de 20 ans, dans un centre de préparation de très haut niveau. Ce qui a donné lieu à un groupe de travail qui a été mis en place au ministère en 2007, juillet 2007, et qui a rendu ses propositions en février 2008. Donc ça a été très rapide, on a été amené à travailler très vite. Alors, je dirais que là, il y a donc une évolution en termes de réception, dans la mesure où on voit comment une institution qui était très réfractaire à des réalités qui pourtant étaient avérées, puisqu'il y a eu procès, il y a eu condamnation, etc., d'un certain nombre de sportifs, comment cette institution résistait et comment finalement elle s'ouvre un petit peu à cette réflexion, avec donc une prolongation qui fait qu'il y a aussi des volontés de mettre en place, alors on le verra tout à l'heure dans la troisième partie, des perspectives d'éducation, de prévention en direction des jeunes, puisque des dispositifs ont été mis en place qui concernent justement d'abord qui visent l'objectif d'informer les jeunes de ce qui est possible, alors pas seulement dans une relation je rappellerais pyramidale ou hiérarchisée ou horizontale, mais aussi verticale, mais aussi horizontale, c'est-à-dire entre jeunes. Puisqu'on s'aperçoit que de nombreuses violences sont produites entre jeunes, pas seulement entre jeunes de sexes différents, mais entre garçons, par exemple. On a pas mal d'informations sur des violences sexuelles faites par des garçons sur d'autres garçons, alors dans des rites initiatiques, dans des bizutages, etc., mais qui se traduisent bien sûr du point de vue pénal par des catégorisations pénales comme le viol en réunion, par exemple. Des jeunes garçons qui s'amusent à introduire, par exemple, un pied de chaise dans le rectum d'un de leurs camarades à l'occasion d'une soirée. C'est un viol en réunion. Sauf que, du point de vue à la fois des jeunes et de l'encadrement, c'est pas souvent perçu comme tel. Et donc, il y a aussi un travail à faire en termes d'information et de sensibilisation pour situer les limites de ces violences. Donc, l'évolution, je la vois là, en termes de réception. Et puis aussi en termes peut-être dans le mouvement sportif, dans le système des sports, en termes de prise de conscience aussi de ces violences comme des violences, et non plus uniquement comme des amusements qui peuvent se produire à l'occasion de contextes particuliers, festifs, etc., excusés le plus souvent par la prise d'alcool. On parle rarement de prise en France. On parle rarement de prise de testostérone, par exemple, puisque ça rentre dans la catégorie du dopage, alors qu'aux États-Unis, on sait que les étudiants sportifs sont surreprésentés dans les violences sexuelles, y compris également dans les violences physiques, et ce qui est expliqué de façon très claire par la prise de testostérone qui va accroître la libido, accroître l'agressivité et donc produire des comportements beaucoup plus difficilement maîtrisables. Donc ça, en France, on ne peut pas en parler, mais il y a des choses quand même qui ont à voir avec ce type de transformation des comportements et donc de violences qui peuvent ensuite donner lieu à des plaintes, ce qui reste encore très rare. Je m'arrêterai pour l'instant sur cette... On coordonne la campagne de prévention de la maltraitance et des agressions sexuelles à l'encontre des enfants depuis 30 ans. Et moi, ce que je trouve qui a changé, c'est que tout d'un coup, ça intéresse les adultes, de les entendre et de les prendre en compte. Quand j'ai commencé, je me souviens très bien, parce qu'on a tous fait ça à un moment donné dans sa carrière, j'ai reçu une petite jeune fille de 13 ans qui me disait qu'elle était à la piscine à côté de sa copine, et puis qu'elle s'était rhabillée un peu plus vite, qu'elle était sortie dehors, puis qu'il y avait 2 gars qui étaient passés, puis qu'ils l'avaient emmenée dans une cave, et puis qu'ils l'avaient forcée à coucher. Et puis je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Elle voulait la pilule d'urgence, qui était autre chose que ce qu'on prend maintenant, mais qui existait. Et elle n'a pas prononcé le mot viol, moi non plus. Et moi, à ce moment-là, j'ai pensé, si j'y dis que c'est un viol, ça va y faire de la peine. Enfin, bon. Et au fond, après ça, j'ai appelé les flics pour leur dire dans les caves, à Villepinte, il se passe des trucs et tout. Mais au fond, ce qui a changé d'une façon considérable,
c'est que ça commence et que nous commençons à penser, et quand je dis commence, on peut encore vachement progresser, parce que quand on voit ce qui se passe avec M. Polanski, qui a juste une petite relation sexuelle interdite avec une mineure de 13 ans, à peine sodomisée sous alcool et drogue, on voit bien à quel point la banalisation continue dans cette société. Donc je dirais, ce qui change en ce moment, j'espère que ça va continuer, c'est qu'on puisse prendre au sérieux ces affaires de violence sexuelle sur les mineurs, et qu'on puisse penser que ça a des conséquences gravissimes et que ça va vraiment abîmer pour un paquet de temps leur vie. Alors j'ajoute que sur ça me semble tout à fait fondamental, c'est qu'on a commencé à penser que ça abîmait. On a commencé il n'y a pas très longtemps, parce que quand nous, on a fait le comité de prévention il y a 30 ans, on nous disait ça n'existe pas, c'est des fantasmes, toutes les petites filles ont déjà rêvé d'être sautées par leur papa, et rien qu'elles mordent. On ne pouvait même pas penser que les garçons étaient agressés, et on ne pouvait pas penser qu'il y avait des filles agresseuses. Et ça, c'est il y a à peine 30 ans. Alors, ça a quand même pas mal évolué, mais ça a évolué de façon, je dirais, c'était pas gênant de penser que les blackbirds des banlieues violaient. Ça, normal, c'est des sauvages. Et au moment où ça a fait beaucoup de bruit, dans les années 97-99, dans un contexte assez sécuritaire, au collectif féministe contre le viol, où on a eu 38 000 appels de victimes, et où depuis 25 ans, on compte et on analyse, j'avais demandé qu'on nous sorte les viols en réunion, parce qu'on nous disait, il y en a de plus en plus, les jeunes sont de plus en plus dégoûtants, etc. Et en fait, c'était, depuis la création du collectif 85, 10% des appels de viol sur mineurs, et ça bougeait pas. Ça avait bougé un petit peu au moment où ça parle dans la presse, parce que les dames se rappelaient avoir été victimes, on parlait, mais à peine ça bougeait pas. Et l'autre chose qui était intéressante dans ces viols à réunion, c'est que c'était pas que chez les blackbirds, c'était aussi dans les campagnes, dans les établissements sélects du 16e, etc. Donc le focus a changé, mais c'est cette évolution qu'on a sentie, et pas tant que ça, l'augmentation. Ce qui augmente formidablement, c'est l'intérêt qu'on y attache, et ça je crois que c'est bien, parce que ça peut aider les victimes à parler. Une fois qu'on les aide, on peut même aller mieux. Quelques points majeur de ce qui a été souligné dans ces évolutions par tout le monde, c'est l'augmentation des faits eux-mêmes et le fait que pour partie ils sont mesurables, comme Alice Debauche le soulignait, à travers des enquêtes. Ce que vous avez bien dit aussi, c'est le fait que des garçons, dont on parle moins souvent, les garçons font partie bien sûr des agresseurs, garçons les hommes, mais aussi des agressés. Et ça, c'est effectivement une prise en compte, une réalité qui a été soulignée. Ce qui a été aussi dit par vous tous, pratiquement aussi, c'est la grande proximité des agresseurs, c'est-à-dire bien sûr le fait que très souvent ces violences se déroulent dans le cadre familial, mais aussi à partir de personnes proches, familières, d'amis, de relations. Et puis, je trouve effectivement très intéressant, du fait aussi qu'on a pris ce thème justement pour nos assises, ce que vous avez été, au moins deux, sinon tout le monde, a souligné, c'est l'évolution de la réception donc de ces faits. Car en effet, on a très très longtemps, si on n'est pas encore, dans de nombreux milieux, dans le déni. Ça a été beaucoup dit à propos du monde sportif, mais dit aussi dans d'autres circonstances. Et donc, la possibilité de nommer, alors que c'était impensable, est quelque chose aussi qui a été souligné par tout le monde. Voilà. Donc là, il y a des évolutions effectivement, à la fois dans les faits mesurables, en même temps, à différents niveaux, qui sont tout à fait, intéressants, que vous nous avez mis en explicatif, qui peuvent être mobilisés pour analyser ces phénomènes. Et quelle est la place des rapports hommes-femmes ou garçons-filles dans ces Rester pour l'instant sur la recherche violence des jeunes, donc violence sexuelle commise par des jeunes. L'avantage de travailler sur dossier judiciaire, c'est qu'on peut lire et relire les auditions des auteurs, les auditions des victimes, les expertises des psychologues, des médecins, des psychiatres. Donc on a un gros matériau pour essayer de comprendre au fond ce qui s'est passé, parce que c'est ça que la justice cherche à faire quand elle est face à un auteur d'une violence quelconque. En gros, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi.
Alors, pour aller vite, nous avons repéré 3 groupes, trois dynamiques de passage à l'acte qui correspondent d'ailleurs à 3 groupes d'auteurs. Alors, c'est une typologie avec tout ce qu'elle peut avoir d'insuffisant et de rigide par rapport à la réalité qui est bien sûr beaucoup plus floue et beaucoup plus fuyante. Nous avons repéré d'abord un premier groupe d'actes dont à la fois les magistrats, au final, dans leur façon de classer l'affaire ou de juger, mais également les professionnels de santé, estiment que ce sont certes des violences sexuelles qui peuvent être graves puisqu'il peut y avoir viol, mais que l'on peut considérer comme des jeux, des initiations, des maladresses ou des accidents. Voilà, ce sont les termes, le vocabulaire qui est utilisé par ces professionnels, et dès lors ce sera jugé d'ailleurs de façon relativement clémente, voire extrêmement clémente. Alors, des jeux, des maladresses, des initiations sexuelles, c'est quoi? C'est un jeu qui termine mal, une initiation, encore une fois, chez des ados, hein, les protagonistes sont jeunes, en pleine période adolescente, donc en pleine transformation pubertaire, découverte de la sexualité, un accident, une maladresse, bien que sur le plan pénal, ce puisse être qualifié viol. Je rappelle que le viol est un crime. Enfin, j'imagine qu'ici on le sait. Et les auteurs de ce type d'actes sont des jeunes ordinaires. Je fais exprès de les qualifier ordinaires, c'est-à-dire des jeunes qui n'ont pas de difficultés, de soucis. Vous m'entendez pas là? Parce que je vois que si, c'est bon. Si, ça va. Des jeunes qui n'ont pas de difficultés particulières sur aucun des plans que nous avons pu relever. La seule chose, c'est que ce sont des ados. Et à la faveur peut-être d'une circonstance particulière, ils sont peut-être allés plus loin, ils ont franchi peut-être une limite. J'ajoute que si aux yeux de la justice, il y a un acte qui est qualifié viol, aux yeux des protagonistes, c'est pas forcément de l'ordre de la violence sexuelle. Hein, là, c'est tout le décalage qu'il peut y avoir entre ce qui est qualifié comme tel par la société civile, par les adultes, a fortiori par l'institution judiciaire, et ce qui est vécu comme tel par les protagonistes, aussi bien par les victimes parfois que par les auteurs, qui se demandent dans quelle procédure elles ont été embarquées, l'embarquement étant fait par les adultes et par les parents. Hein, on y reviendra si vous le souhaitez. Donc première dynamique d'action, le jeu, l'initiation, l'accident, la maladresse pour des jeunes sur lesquels il n'y a pas d'indicateur particulier qui nous permettent d'en faire une typologie plus spécifique que ça. Deuxième dynamique d'action qui n'a strictement rien à voir, celle-ci, toujours sous forme d'agression sexuelle ou de viol, ce sont des jeunes qui, là, au contraire, et je fais exprès de prendre le symétrique, vont en général très mal. Et vont notamment très mal sur le plan affectif et familial. Ce sont des jeunes dont les professionnels de santé et les magistrats qui auront à les juger disent au fond qu'ils sont presque autant, je parle des auteurs là, hein, qui sont autant quasiment des victimes d'un développement ou d'une évolution familiale qui en a fait des jeunes qui sont pas bien du tout. Alors le portrait type, c'est en général un père violent à l'égard de la mère et des enfants eux-mêmes, une mère en situation difficile sur le plan physique, social ou psychique, une fratrie qui est à différents égards déjà suivie par les services éducatifs ou sociaux depuis un certain nombre d'années, etc., etc. Et là, on sent bien qu'on est dans un autre champ, hein, dans une autre logique, dans une autre dynamique, où l'agression, et a fortiori l'agression sexuelle, prend une toute autre coloration. Troisième grande dynamique de passage à l'acte ou de type de violence sexuelle, c'est, pour aller vite, ce qu'évoquait ma prédécesseuse, c'est-à-dire le petit délinquant de quartier. Petit délinquant de quartier dont on sait la publicité qui lui est faite depuis une quinzaine d'années dans notre pays, effectivement, et que l'on pense responsable d'un grand nombre de maux, MAUX. Alors effectivement, il intervient pour une petite partie, d'ailleurs c'est celui qu'on voit en troisième position quantitativement dans notre enquête, et c'est en général déjà un polydélinquant, c'est-à-dire qu'il a commis déjà un certain nombre de vols, dégradations, destructions, rébellions, outrages, violences, et là il va ajouter à cette série de petits délits, de petits ou de moyens délits, une agression sexuelle, soit extrêmement bénigne, un attouchement, une exhibition, toujours à plusieurs, parce qu'en général toujours en réunion, dans ce type de profil-là, soit au contraire pas bénin du tout, et là c'est le viol collectif. Mais qui effectivement compte pour un pourcentage extrêmement minime des faits de violences sexuelles commis par les mineurs. Et j'attire votre attention, je terminerai là-dessus, sur le décalage qu'il peut y avoir entre la mise en visibilité de cet acte qui est vieux comme le monde d'ailleurs, hein, qui existait déjà chez les blousons noirs par exemple, sans remonter aux appages du début du XXe siècle. Donc là, le décalage entre cette mise en visibilité extrêmement intense du viol collectif, de la tournante, comme on l'appelle depuis 15 ans,
dont seraient auteurs des jeunes issus des quartiers populaires, et leur existence effective dans les statistiques et les travaux que l'on peut produire. Un petit peu sur ce qu'a dit la précédente intervenante, qui signale comme groupe principal donc des violences sexuelles qui seraient des jeux, des maladresses, accidents, initiations sexuelles, en signalant que ce sont des jeunes ordinaires et que finalement ils ont assez peu de caractéristiques à part ce fait d'être ordinaires. Et moi, c'est bien ça qui, à mon sens, est particulièrement frappant dans ces violences qui surgissent entre pairs, c'est qu'elles se produisent chez des gens normaux, que les auteurs sont des jeunes gens ordinaires, les victimes sont des jeunes filles ordinaires. Et donc je vais spécifiquement parler de ce type de violence. Ces violences-là, donc, on peut considérer qu'il s'agit d'un dérapage ou d'une maladresse. On peut aussi considérer que finalement, ce type de violence survient de façon assez logique, effectivement, à une période de découverte de la sexualité ou d'initiation sexuelle, de façon assez logique en raison des normes asymétriques auxquelles sont soumises les filles et les garçons en matière de sexualité. Donc, pour être plus précise, chez les jeunes garçons, on va valoriser une sexualité active, si possible précoce, avec éventuellement, et si possible, plusieurs partenaires. Pour les filles, au contraire, ce qui est valorisé, c'est une entrée dans la sexualité qui se fait sous l'angle de l'amour. Les représentations valorisent énormément la jeune fille qui attend le bon partenaire pour commencer sa vie sexuelle. Et donc, il faut prendre en compte ce contexte pour essayer d'expliquer la survenue de ce genre de violence sexuelle. C'est-à-dire que les garçons et les filles ont deux types de schémas et de schémas de comportement qui sont finalement assez opposés. Et quand ces deux schémas se rencontrent, il est assez cohérent finalement que ça produise de la violence. Par exemple, si on parle toujours des représentations, on pense à l'image assez classique de la jeune femme qui dit non tout en pensant oui. Alors, il y a eu une analyse des scénarios des téléfilms diffusés l'après-midi sur M6, donc auxquels tous les jeunes qui sèchent leurs cours ont déjà été confrontés. Dans ces scénarios, on a des scénarios qui mettent assez systématiquement en scène une femme qui refuse les rapports sexuels au début pour préserver sa réputation ou juste se faire désirer, et qui finit par dire oui face au désir non dissimulé de l'homme face auquel elle se trouve. Donc ce type de représentation des rapports amoureux et sexuels, ces scénarios, quand les jeunes hommes et les jeunes femmes vont se retrouver dans un contexte où ils peuvent imaginer l'un et l'autre que il va se passer des choses, enfin la jeune femme n'imagine probablement pas qu'il va se passer quelque chose, mais le jeune homme en est tout à fait convaincu, et on arrive assez facilement à des situations de violence sexuelle que j'ai un peu de mal à caractériser de maladresse ou de... Mais voilà, des violences qui sont tout à fait graves, mais qui s'expliquent en fait en raison des stéréotypes et des représentations différenciées pour les filles et pour les garçons, des scénarios amoureux. Vraiment sur la question de l'apprentissage de la sexualité à l'adolescence, autour d'une question assez simple, qui consiste à se demander qu'est-ce qu'on apprend quand on apprend la sexualité, notamment autour des rapports, des relations entre les hommes et les femmes, pour essayer de voir comment justement ce type de scénario peut se produire. C'est-à-dire quelles sont les confusions qui se jouent dans la rencontre entre un garçon et une fille au moment de l'apprentissage de la sexualité. Bon, là je pense qu'un travail approfondi sur tout ce qui est de l'ordre de la culture populaire, feuilleton, etc., clips vidéo, tout ce qui peut être émission radio. En ce moment, je travaille par exemple sur tout ce qui est blog adolescent, et puis toutes ces nouvelles technologies de la formation de la communication me paraît important pour identifier ces mécanismes. Là, il y a des choses qui se jouent, qui ne se jouaient pas il y a 20 ans, il y a 30 ans, ça n'existait pas, et ça court-circuite un certain nombre de rapports habituels dans l'apprentissage de la vie amoureuse. Alors, néanmoins, sur la question du sport, j'avais identifié comme schéma explicatif, en tout cas comme élément d'interprétation que j'avais produit, j'avais travaillé d'abord à l'époque, en 98-99, essentiellement sur des violences sexuelles, majoritairement sur des violences sexuelles qui impliquaient un entraîneur et une athlète.
Et donc j'avais interprété ça autour d'une triple domination, donc une triple soumission. La première chose, c'est que on a affaire à une structure très hiérarchisée dans le monde sportif entre l'entraîneur et l'athlète. J'ai pas pu m'empêcher de voir la première page de sport avec Philippe Lucas, qui est l'ancien entraîneur de natation de Laure Manodou, avec le titre L'homme libre. Qui est quand même assez intéressant. Et puis derrière, vous avez la publicité, donc vous voyez, c'est bien fait, hein, l'homme libre qui vous vend de la publicité énergétique. Alors, cette relation, par exemple, Laure Manodou, Philippe Lucas, si bien sûr je ne mets pas du tout en cause des questions d'ordre sexuel dans leur relation, mais il y avait quelque chose qui s'inscrit dans le cadre d'une relation d'emprise qui interdit à l'athlète de se déprendre justement de la relation au nom de la performance, au nom de l'efficacité de l'entraîneur, et finalement qui nie complètement la personne dans ses désirs, dans son aspiration à autre chose que la performance sportive. Donc ça, c'est le premier niveau de domination qui s'inscrit dans une relation entraîneur-athlète qui peut être extrêmement dangereuse pour les personnes. Deuxièmement, une relation homme-femme, avec justement quelque chose qui fait que très rapidement, le corps des athlètes sort du corps performant pour devenir un corps érotisé, pour devenir un corps qui, dans les interstices du stade, au niveau des vestiaires, dans les déplacements, dans les hôtels, etc., devient un corps érotisé par l'homme qui, souvent par rapport à des jeunes filles qui n'imaginent pas que leur entraîneur peut jeter sur elles un regard de séduction, un regard en tout cas de désir. Et puis, un autre rapport, c'est le rapport de domination des adultes sur les jeunes, puisque j'ai eu affaire essentiellement à des affaires qui portaient sur des jeunes femmes, voire des jeunes filles, puisque j'ai été amené à travailler sur un viol commis par un entraîneur sur une de ses athlètes de 13 ans. Sans parler d'Isabelle de Mongeau, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avait également 13 ans. Donc voilà, ce triple niveau de domination interdit finalement, ou rend très difficile la possibilité d'échapper à ce système de contraintes, d'autant plus que les parents ont tendance, dans ce cadre-là, à déléguer leur autorité à l'entraîneur au prétexte des résultats qu'il produit, ou qu'il permet de produire. Ça, c'est un aspect assez intéressant à analyser. C'est une sorte d'aveuglement face à des choses qui pourtant devraient alerter les personnes les plus proches. Deuxième point, alors là on n'est plus sur ces violences verticales des entraîneurs ou des personnes ayant autorité sur des personnes qui leur sont soumises pour différentes raisons, mais des violences horizontales, c'est-à-dire des violences entre jeunes. Et là, tout à l'heure j'ai fait allusion à une affaire de viol en Réunion. Et entre garçons se jouent des espèces de jeux de domination dans le groupe, au niveau collectif. Ces jeux de domination qui passent par des systèmes de bizutage, d'humiliation, qui peuvent assez facilement glisser vers des actes physiques visant à pousser l'humiliation un peu plus loin. Les jeunes dont j'ai parlé tout à l'heure, ils se sont simplement amusés à enfoncer quelque chose dans le rectum de leurs copains. Pour eux, c'est vraiment, non mais c'est du point de vue de ces jeunes qui sont donc des jeunes qui commettent des actes répréhensibles du point de vue pénal. De leur point de vue, ils rigolent, ils s'amusent, et ils n'ont aucune conscience de ce que leurs actes puissent basculer du point de vue pénal. Et je pense que là, il y avait des choses qui ont été mentionnées par ailleurs sur des violences en réunion. Et dernier point, ces violences horizontales, elles se jouent aussi dans une façon d'apprendre à devenir un homme à partir de deux choses. C'est le fait de s'affirmer par la performance et par la violence. Par le fait que dans un environnement sportif où on ne peut pas se laisser monter sur les pieds, où il faut s'imposer en permanence, il y a aussi une façon de jouer à montrer qu'on est plus fort, et surtout parfois des attitudes qui consistent aussi à imaginer qu'on est tout puissant et que d'autant plus qu'on obtient des résultats à un bon niveau, on peut se permettre des choses que par ailleurs peut-être on n'aurait pas produites. Je travaille avec les mineurs agresseurs sexuels depuis maintenant une quinzaine d'années et j'ai fait des séries de réparation pénale, des séries de groupes de parole d'agresseurs sexuels et de violeurs en prison, et j'ai rencontré à peu près 119 agresseurs sexuels mineurs entre 97 et 2000, et tous, c'est-à-dire pas un seul, moi j'en ai pas rencontré des ordinaires, et je crois pas en plus qu'il y ait des violeurs ordinaires. Il y a des professionnels qui n'ont rien vu, mais franchement, je pense qu'ils avaient tous subi dans leur vie au moins une de ces 5 choses-là, qui était d'avoir été victimes, eux, d'agressions sexuelles, d'avoir subi de la grave maltraitance, de venir d'un pays déjanté où ils avaient assisté ou participé à des massacres, d'avoir subi un abandon grave de leur mère,
ou bien d'avoir eu une mort violente, injuste autour d'eux. Ça, c'est la première série. Et quand je vous dis au moins une chose, il pouvait y en avoir plusieurs. Je me souviens d'un enfant dont la mère s'est pendue devant lui, un autre qui avait été violé à 11 ans et mis dans un réseau de prostitution. Donc on est dans une espèce de chose comme ça. Dans la première série, on avait trouvé pas un seul enfant qui était incarcéré pour viol, crime de sang ou agression sexuelle avait eu autre chose que ça dans leur vie. Et puis on fait en ce moment une deuxième série avec un collègue de réparation pénale avec des enfants pas incarcérés, donc en liberté, avant la décision du juge ou après. Et là, on en a vu 35. Ça fait 10 ans qu'on avait fait la première série. Donc on a rajouté une question et quelque chose qu'on recherche. Et on l'a trouvé pratiquement pour 80% des enfants. Ils ont quasiment tous vu papa tabasser maman. Et quand je dis tabasser, je me souviens d'un qui l'a vu être défenestré du 11e étage. Et donc des petites choses assez banales. En fait, là où ils apprennent à traiter les femmes le mieux, ces enfants-là, c'est quand même à la maison. Tu vois comment papa y fait et comment il traite les femmes. Donc c'est pas si banal que ça. Et la deuxième chose qui, moi, m'a sidérée dans ces séries de réparation pénale, puisque là, à chaque fois, on les a fait avec les équipes éducatives, soit du service éducatif auprès du tribunal, et en ce moment avec les éducateurs de Jean Coxtet qui travaillent avec nous sur ces questions-là, c'est à quel point, à partir du dossier policier éducatif, ces familles et ces enfants apparaissent lisses quand on commence à nous présenter les situations. Oh, il s'amusait, oh, il jouait, oh, il rigolait, oh, c'est vraiment rien. Et ça, c'est ce qu'on a essayé de mettre au point comme technique avec les professionnels, c'est de décrypter ce que c'est qu'une agression sexuelle et comment il va se tenir l'agresseur sexuel dans cette histoire-là. D'abord, il va choisir sa victime. Alors, il y a des critères plus ou moins différents, mais je dirais que le plus souvent, en tout cas chez les gamins, c'est une fragile, une toute seule, une qui a déjà été victime, une qui peut reconnaître, quoi. Ensuite, il va se la préparer. Alors, soit il l'isole, soit il va essayer de la mettre dans un coin où il sait qu'elle ne sera pas défendue, soit il va lui pourrir la réputation. Et si, par exemple, on joue avec les enfants qui disent « Non, non, madame, on jouait », je dis « Ok, mais quand on joue à chat, par exemple, il y a quelqu'un qui dit que ça va être chat. Qui c'est le chat? Qui, tu vois, la règle du jeu, c'est qui la donne au départ? Parce que jouer, c'est bien... Et là, oui, il y a quelqu'un qui a décidé. Et alors, comment il s'appelle? Ben, c'est l'engraineur. Alors, si on leur pose la question, c'est qui l'engraineur? C'est qui a décidé de pourrir la réputation de Caroline? Ben, tiens, là, ils savent. Ah ben ouais, c'est lui. Et vous savez pourquoi? Oui, on sait. Mais là, on joue. Ensuite, on va essayer de banaliser l'agression. Oh, mais madame, on s'est juste bousculé, on s'est un peu rattrapé sur ses poitrines. Mais moi, quand on me bouscule, à chaque fois, j'attrape les couilles des mecs. Et donc, redit comme ça, tout d'un coup... Ben oui, ils se sentent un peu, et à ce moment-là, ils vont dire les choses, et même ils vont les comprendre. Mais je pense qu'on a quand même tout à fait intérêt à travailler avec eux sur le vrai, sur ce qui se passe vraiment. Sans ça, ils n'avanceront pas. Et puis après, on a banalisé, et ça marche. Hein. Je peux vous dire que moi, je lis des comptes rendus de police où c'était jeu d'enfant, et je les trouve d'une tolérance vraiment assez sidérante. Et quand je dis, alors on jouait, et comment elle va la victime? Ah ben elle n'est pas sortie de sa chambre depuis 6 mois. Bah, tu vois, hein, quand même, pour un petit machin de nichon, ça ne devait pas être ça. Hein. Et donc, vraiment, je crois qu'il y a un intérêt absolu à leur faire raconter pour de vrai ce qui s'est passé et arrêter d'être angélique. Et dernière stratégie de notre agresseur, qui quand même en a une, c'est d'assurer son impunité. Et ça, c'est de raconter des bobards, de faire croire que c'était rien du tout, etc. Et puis, dernière chose, là, je pense, mercredi dernier, j'ai eu une série, on voit les enfants, puis on voit les parents, et les parents, ils sont dans la même histoire. Oh, mais notre petit, il est mignon, il s'est fait entraîner. Eh bien, je veux dire, on ne pourra pas l'aider, cet enfant-là, si on est tous à jouer à ça. Et je pense qu'on a un vrai travail pour réfléchir et à arrêter et à sortir du déni. Une agression sexuelle, c'est pas un jeu. Et les enfants, ils n'ont rien à gagner à ce qu'on les traite de... La question des schémas explicatifs, je vais pointer quelques éléments, mais bon, beaucoup de choses ont été dites vraiment ainsi qu'on les souhaitait, enfin qu'on souhaitait les entendre, ou voilà, c'est-à-dire la question des dynamiques de passage à l'acte, qui nous montre qu'il y a ces jeunes
qui sont finalement les cas sans doute les plus évidents parce que peut-être les plus médiatisés, c'est-à-dire des jeunes qui vont mal, dont vous avez été plusieurs à parler, des petits, entre guillemets, délinquants de quartier. Mais ce qui paraît moins dit et moins visible, c'est la question de ces jeunes dits ordinaires. Ou bien le fait de considérer ces actes comme des jeux, des maladresses, enfin quelque chose de pas grave. Ça a été dit aussi par plusieurs, et on voit l'enjeu qu'il y a et que nous souhaitions beaucoup à nommer et expliciter, et à dire le réel, comme vient de le rappeler Emmanuel Piette, à le dire et à le montrer. On entend aussi que sur la question des relations garçons-filles ou hommes-femmes, des rapports sociaux qui sont en cause, que c'est consubstantiel à ces violences et que, ces violences dites sous forme de jeux très ordinaires ou qui sont présentées comme telles, y compris dans les discours des jeunes, comme ça a été dit, renvoient à des schémas de comportement qui sont dans une sorte d'ordre social des relations entre les garçons et les filles, par exemple dans les relations amoureuses, les relations sexuelles. Et la question a été évoquée de la mise en scène médiatique, par exemple, de ces relations garçons-filles, que ce soit dans des feuilletons, ou dans d'autres événements. Et bien entendu, donc l'importance de ces mises en scène médiatiques par rapport à ce qui est reçu et incorporé, si j'ose dire. Et puis le monde sportif comme un lieu, je ne vais pas utiliser le mot exemplaire parce que là il serait dans un très mauvais sens bien évidemment, au contraire, comme un lieu de construction de ces relations asymétriques parce que spécifiquement on est sur la question du corps et ce qui a été souligné là, qui n'est pas beaucoup dit non plus, c'est que s'y construisent des masculinités. La question des violences sexuelles par rapport aux garçons ou aux hommes avec les garçons, pose aussi la question des masculinités différentes, masculinité dominante, hégémonique ou masculinité dominée. C'est aussi une des questions pointées par... Et dernière question, quelles sont les violences sexuelles subies par les jeunes qui sont tues ou dont on ne parle pas? Quels sont les obstacles et les résistances à leur mise en évidence? Alors en essayant de jouer le jeu et de m'appuyer toujours sur la même recherche sur la violence des jeunes, mais également en m'appuyant sur ce qui commence à apparaître de la recherche que nous menons sur les viols, indépendamment de l'âge, moi je vois en l'état là de la recherche menée trois pistes, qui pourront permettre peut-être d'éclairer cette question. La première sont des pistes qui sont pentes un peu savonneuses en plus. C'est pas évident de s'embarquer là-dedans, mais allons-y. La première, c'est les milieux issus de l'immigration. Pour les dire de façon brutale, c'est-à-dire que si je regarde la recherche que nous avons faite sur la violence des jeunes dans ces deux départements franciliens, les auteurs issus de l'immigration, avec tous les guillemets qu'on peut mettre à ceux issus de l'immigration, je reste prudente dans les termes, apparaissent beaucoup moins dans le cadre des violences sexuelles qu'ils n'apparaissent dans les autres formes de violence. Et nous nous apercevons aussi que tout ce qui touche à l'intrafamilial dans des cultures, nationalités qui ne sont pas récemment, en tout cas, celles des personnes non issues de l'immigration, il faut prendre des circonvolutions langagières toujours un peu acrobatiques, n'apparaît pas. Alors voilà, c'est première piste que j'ouvre comme ça. Comment se fait-il que les violences intrafamiliales et les violences sexuelles, plus spécifiquement, dans les milieux issus de l'immigration récente, apparaissent moins que dans d'autres milieux? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que c'est moins dit? Est-ce que j'ouvre la piste et on pourra éventuellement y réfléchir. Deuxième manque, il y a tout un type de public qu'on ne voit pas, aussi bien dans la recherche sur la violence des jeunes que dans la recherche sur les viols, ce sont les milieux aisés, tout simplement. Et alors là, il est évident qu'on a affaire à un paradoxe, puisqu'on sait que les enquêtes de victimation montrent que les violences sexuelles, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, sont à peu près bien partagées dans tous les milieux sociaux. En revanche, dès qu'on aborde la saisie par la justice, nous n'avons quasiment affaire qu'à des publics populaires, sur le plan des auteurs. Où sont les autres? Où sont les autres et qu'est-ce qui s'est passé? Ont-ils des ressources différentes? Y a-t-il une plus grande pratique du secret ou du maintien sous le silence dans d'autres milieux sociaux? Mais c'est un étonnant décalage, un très ennuyeux décalage, c'est moins qu'on puisse dire,
entre cette dispersion des violences sexuelles dans tous les milieux sociaux tels que c'est issu des enquêtes de victimation et leur quasi-inexistence dans les dossiers judiciaires en quantité, en tout cas en poids statistique, par rapport aux milieux populaires qui, eux, sont surreprésentés. Donc là aussi, deuxième piste sur laquelle j'ai plein d'hypothèses, bien évidemment, mais on n'est pas là pour je ne peux pas les élaborer plus avant. Et puis, troisième piste, encore plus savonneuse, celle-ci, comment je vais pouvoir le formuler on le voit de façon très nette dans la recherche sur les viols. C'est ce que nous appelons entre nous au sein de l'équipe le rôle et le poids des mères d'enfants et en particulier de filles violées. Ou le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas clair et qu'il est même particulièrement ambigu, en particulier dans les cas de violences intrafamiliales de beaux-pères sur des belles-filles, mais également de pères sur des filles, où d'ailleurs il n'est pas étonnant que dans certains dossiers de viol, les mères soient mises en examen pour non-assistance à personne en danger, voire pour complicité. Et on sent qu'il se trame là entre ces mères et ces filles, ces belles-mères et ces belles-filles, et plus quand même dans le cas de viol commis par des beaux-pères, dans le cas de familles recomposées, effectivement, et a priori les familles recomposées ont de beaux jours devant elles et risquent d'aller en augmentant. Il y a vraisemblablement là une réflexion à avoir sur la posture extrêmement difficile qui est la leur, en particulier pour les viols qui ont commencé quand la jeune fille était enfant, qui est vraisemblablement vécu, d'ailleurs on le lit dans les auditions des mères, qui est vraisemblablement et notamment vécu par les mères comme une sorte d'évincement d'elles-mêmes dans leur rôle de compagne, d'épouse, de concubine. Enfin, pour nous, c'est encore du méli-mélo, parce qu'on est en plein dedans, donc c'est de toute façon du méli-mélo, mais on sent, c'est très intuitif ce qu'on dit là, que la place, la responsabilité, le silence, la capacité à porter plainte, le soutien, l'accompagnement ou non des mères à l'égard de leurs propres filles violées est extrêmement ambigu et vraisemblablement à interroger, à questionner. En tout cas, on est loin de l'image d'Épinal ou de l'image commune que l'on peut avoir de la mère absolument défenseuse et prenant parti aux côtés de sa fille victime. Les choses sont beaucoup plus complexes que... Aussi quelques pistes. Donc finalement, on va rester dans le cadre familial. Mais ce que je voulais souligner sur ce qui, à mon sens, n'est pas assez dit ou assez su à propos des violences qui ont lieu dans le cadre familial, c'est essentiellement le fait que ces violences sont des violences répétées. Et ça, finalement, quand on pense aux violences sexuelles, on voit l'agression qui se produit une fois, qui est grave, qui peut avoir des conséquences lourdes, mais qui, dans le temps, est assez délimitée. Et puis, quand j'ai commencé à travailler avec les données du collectif Féministes contre le viol, je me suis aperçue que finalement, à peu près la moitié des appels, voire un peu plus, concernent des violences qui se sont répétées. Et que cette répétition, elle est pas anodine. C'est-à-dire que c'est pas qu'elle se répète une ou deux fois, c'est qu'on a affaire, en particulier dans le cadre familial, à des violences sexuelles qui débutent souvent très tôt, par des agressions sexuelles, des attouchements, et qui se poursuivent pendant des années. On a même certains cas où ça se poursuit, y compris à l'âge adulte. Et finalement, voilà, quand on parle des violences dans le cadre familial, on a un peu de mal finalement à voir ce côté quotidien de la violence qui va se reproduire encore et encore, quel que soit l'auteur en fait, parce que ce soit le père ou le beau-père qui a immédiatement accès à la fille ou à la belle-fille, mais quand c'est quelqu'un d'un peu plus lointain, un grand-père ou un oncle, on a des cas où systématiquement à toutes les vacances de Pâques, l'enfant est conduit chez le grand-père ou l'oncle, et systématiquement pendant 10 ans, à toutes les vacances de Pâques, la jeune fille ou le jeune garçon est victime de viol. Donc pour moi, c'est finalement quelque chose qui est encore assez ignoré et dont on ne parle pas assez. Et l'autre élément qui me semble très important, c'est, et ça a été un peu dit tout au long des interventions, c'est que les violences sexuelles ne sont pas subies seulement par des femmes, surtout pendant l'enfance et l'adolescence, et que beaucoup de jeunes hommes sont victimes. Et alors,
Autant on peut considérer que la parole, c'est relativement, et pour un certain nombre de formes de violence, libérée du côté des femmes et des jeunes femmes. Autant je ne pense vraiment pas que ce soit le cas pour les garçons et les hommes. Alors j'avais dit au début que dans les violences sexuelles subies par les hommes, 80% se produisent avant 18 ans. Donc c'est vraiment une question de la jeunesse. Et par rapport à ce que disait Catherine tout à l'heure sur la construction de la masculinité qui se produit à cette période-là, il est très fortement incompatible d'être en train de se construire physiquement et mentalement comme un homme et d'être en même temps victime de viol ou de violences sexuelles. Donc il y a là une contradiction totale entre ces deux processus, et donc finalement ces garçons ou ces jeunes hommes il leur est extrêmement compliqué d'en parler. Et là où on a dit aussi que les jeunes filles vont parler à leurs proches, donc souvent à leur cercle de copines ou à leurs meilleurs amis, les garçons ne peuvent pas aller raconter à leur groupe de pairs, leurs copains à qui ils sont plutôt censés raconter leurs exploits sexuels, qu'eux-mêmes sont victimes de violences. Peut-être des choses qui justement se situent du côté de tout ce qui échappe à la justice, en fait, à la police, tout ce qui fait que justement quand on regarde les comptes rendus de police ou de gendarmerie, on se dit ils sont un peu légers, parce que c'est-à-dire que tout ce qui relève de violences que je qualifierais moi d'ordinaires mais non anodines, elles sont ordinaires parce que justement il n'y aura pas viol, on ne saura pas trop comment caractériser, ce sera parole contre parole, il n'y aura pas de séquelles, il n'y aura pas d'ITT, et pourtant ces violences elles fonctionnent, y compris au plan symbolique. Et là, du coup, ça intègre tout ce qui est de l'ordre des violences sexistes. Une gamine qui se fait traiter de salope à chaque fois qu'elle va au collège, même si c'est pour lui salir sa réputation, qu'elle a des stratégies, etc., c'est de la violence. Une gamine, alors là, je parle du sport, qui se fait tripoter quand elle sort de sa chambre le matin avant d'aller au petit déjeuner, c'est une violence. Il y en a qui ne vont plus en stage, on ne sait pas pourquoi, parce qu'elles en parlent à personne. Donc ça, ce sont des violences qui ne seront jamais caractérisées, qui passeront jamais devant un tribunal, parce qu'il y a aussi une fuite, une protection qui s'organise de la part des personnes qui en sont victimes, que ce soit des filles ou des garçons. Et quand je dis que ce sont des violences ordinaires mais non anodines, c'est que c'est jamais anodin pour une victime. Si elle en souffre, si justement ça devient insupportable et qu'elle va être amenée à développer des stratégies pour échapper à la situation dans laquelle la violence se produit. Alors ces violences, elles peuvent passer par les insultes, par l'humour, par tout ce qui est déjà de l'ordre dans une relation entre les garçons et les filles, ou entre garçons par exemple, ou entre filles également. Donc là je ne mets pas uniquement de rapport homme-femme, mais tout ce qui va finalement s'inscrire dans un rapport hiérarchisé à partir des représentations que l'on a de la sexualité. Et à partir de là, les adolescents sont très forts là-dessus pour discréditer les uns et valoriser les autres. Un petit exemple sur qu'est-ce qui porte atteinte à la possibilité de voir des violences qui n'existent pas, enfin qui existent mais qu'on n'arrive pas à caractériser. Je prends un exemple. À l'Académie de Strasbourg, il y a eu un rapport qui a été fait par le recteur, il y a eu une enquête qui a été faite sur les violences dans les établissements scolaires et qui intégrait les rapports hommes-femmes, garçons-filles dans l'établissement scolaire. Ce qui était intéressant, c'est que ça prenait aussi les violences sexistes sous forme d'insultes, etc. Et j'étais surpris de voir le nombre très important d'insultes sexistes qui avaient été recueillies. Sauf que quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que ces insultes sexistes sont recueillies essentiellement par les insultes qui ont été reçues par les enseignantes. Alors on peut le comprendre qu'une enseignante qui est insultée, elle va le mentionner, elle ne va pas le laisser passer. Mais il n'y avait rien sur les insultes dont quotidiennement les filles pouvaient être, bien sûr, les victimes dans l'établissement scolaire. Et donc tout semblait très bien se passer entre les élèves, et on faisait apparaître, à partir de cette enquête, une violence très importante vis-à-vis des enseignants, alors que simplement c'est que les enseignants renvoyaient cette violence parce qu'elle leur était insupportable. Donc là c'est une difficulté aussi à trouver des outils, à voir comment on peut identifier des choses qui existent. Autre point, autre violence, qui là aussi est pour moi, entre les jeunes relativement difficilement observables, ce sont toutes les violences qui relèvent de l'homophobie. Toutes les violences qui là aussi peuvent être des violences d'abord des moqueries, mais qui peuvent être des coups, qui peuvent se transformer par des viols, mais toutes ces violences qui échappent finalement à la catégorisation pénale et qui peuvent pourrir la vie à un gamin au point qu'il va se suicider. Donc ce sont des violences ça, qui sont quand même suffisamment fortes pour qu'on cherche à les identifier. Et par exemple au ministère, il a fallu que je me batte, et là ça a été difficile, même si dans le groupe de travail où j'ai travaillé sur la question de la charte, il y a une charte qui a été signée, il a fallu que je me batte pour que les catégories de violences homophobes apparaissent. Parce que là aussi c'est des choses qui sont qu'on ne peut pas entendre, comme si c'était trop violent.
tout en reconnaissant que ça existe et que c'est pas bien. Donc là, il y a aussi peut-être un travail à faire pour s'interroger sur qu'est-ce que nous-mêmes, quand on travaille sur les violences, on valorise comme type de violence et qu'est-ce qu'on va au contraire occulter ou minimiser. Donc ça, c'est des choses qui supposent aussi peut-être des croisements entre différentes personnes, des croisements entre différentes associations, parce qu'on s'aperçoit que les associations qui prennent en charge ou qui suivent des victimes ou qui travaillent sur un certain type de violence développent des outils qui permettent, alors peut-être pas à l'université, parce qu'il n'y a pas toujours des protocoles de recherche qui vont ensuite être validés, mais qui permettent quand même de faire émerger une réalité concrète de violence. Et ça passe aussi, ce sera ma conclusion, par le fait de nommer les faits. Et on y revient, nommer les faits, dire ce qu'une violence est une violence, dire que une connerie, c'est pas une connerie du moment qu'elle relève du code pénal, et que ta connerie, c'est un viol, ta connerie, c'est un attouchement avec contrainte ou surprise, enfin bon, on a un certain nombre de choses qui peuvent permettre de dire aussi que des conneries peuvent être qualifiées en tant que crime ou en tant que délit, et ça concerne aussi bien les jeunes que leur encadrement. Dans le monde sportif, les entraîneurs ou l'encadrement que j'ai pu interroger justifiait toujours les violences par au début oui, c'était des conneries quoi. C'est-à-dire que tu comprends, on était que des hommes quand quand les gamines sont venues se plaindre, on s'est dit tu les connais les lanceurs, ils sont un peu lourds. Bah oui, ils sont lourds. Jusqu'à 97, c'est Ségolène Royal, il y avait eu un essai de vouloir penser que les enfants à l'école pouvaient être victimes d'un certain nombre de choses et il y avait même organisé à l'Éducation nationale une comptabilisation des faits de violence commis sur les enfants. Et puis en 96, ça se retourne, il n'y a plus qu'un truc qui intéresse, c'est les violences commises par les enfants sur les adultes. Et je dirais que ça, c'est un vrai tournant idéologique dans notre société. Tout d'un coup, on commence à penser la délinquance des enfants, même qu'on arrive à penser qu'ils peuvent être délinquants dès 3 ans, et on oublie complètement de penser qu'avant, ils ont été victimes et que ça pourrait même être intéressant de les protéger à ce moment-là. Et ce que je pense vraiment, où là on a un vrai, et alors ça se concrétise magnifiquement en 2007 avec la loi sur la protection de l'enfance au niveau national, où on supprime définitivement du texte les enfants maltraités pour les remplacer par des enfants en danger, 4 articles de loi, et on supprime définitivement les signalements pour protection de l'enfance pour les remplacer par des informations préoccupantes. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a vraiment en ce moment un espèce, au niveau, autant sur les violences faites aux femmes, on arrive à avancer, autant sur la violence faite aux enfants, il y a une espèce de retour en arrière pour banaliser, pour que ça se soit même supprimé des mots. Il n'y a plus. Et on le voit pratiquement à tous les niveaux sur les violences faites à enfants. Ils ne sont intéressants que quand ils sont délinquants. Et autrement, on ne peut même pas penser qu'il leur arrive quelque chose avant. Et ça, je pense que c'est la première chose. Quand on a eu cette étude faite en 2006, calquée sur l'enquête en VEF sur les jeunes filles de 18 à 21 ans du département de la Seine-Saint-Denis, où il y en a eu 1566 interrogées, elles étaient 23% à dire qu'elles avaient subi des violences physiques graves. 2 points. Tabassage, tentative de meurtre ou séquestration. Dont les 2 tiers, de façon répétée, avant l'âge de 16 ans, commises par un adulte de la famille. Et elles étaient 13% à avoir subi des agressions sexuelles, 2 points, attouchement du sexe, tentative de viol ou viol, et dont les 2 tiers commis de façon répétée avant l'âge de 16 ans par un adulte de la famille. Eh bien, ces enfants qui sont ou tabassés ou agressés sexuellement de façon répétée, vous avez raison Alice, ça cumule, ça continue, ça empêche de penser, ça empêche de grandir, c'est vraiment difficile et elles ont besoin d'aide, eh bien, ces 2 tiers tabassés ou agressés sexuellement de façon répétée avant l'âge de 16 ans, elles ont 34% des cas, elles font des tentatives de suicide, elles se trouvent 3 fois moins en bonne santé que les autres, elles ont 3 fois plus de maladies chroniques, et elles ont 3 fois plus déjà eu une nouvelle agression, et elles ont eu 3 fois plus déjà commis un acte violent. C'est ça. Hein. Et tant qu'on n'aura pas un lien sur comment on apprend la violence, mais en vrai, c'est même pas dans les feuilletons télé, hein, c'est pour de vrai dans sa chair. Et je pense que si on oublie ce bout-là, on tape sur les mots, mais c'est dégueulasse. Voilà. Non, enfin, pointer des éléments assez différents, et c'est ce qui est très
très intéressant pour le débat par rapport à cette question sur ce qui est tu et les résistances. Bon, c'est vrai, par exemple, la question, les représentations dominantes pointent toujours les projecteurs sur effectivement les jeunes des quartiers. La question des familles aisées, oui, les questions s'étaient posées aussi sur la question des toxicomanies ou autres, effectivement. On a toujours l'air de poser des mauvaises questions en disant ça. Et la question du rôle des mères me paraît effectivement une question soulevée que je pointe en tout cas, qui paraît importante parce que c'est un rôle complexe et ambigu, mais en même temps ce sont les mères principalement qui socialisent les garçons et qui leur apprennent à être, qui contribuent aussi à cet apprentissage d'être des hommes, et bon, avec tout ce que ça implique et qui a été beaucoup dit. Et justement, cette question des garçons victimes aussi, je trouve, ce qui a été pointé aussi, le fait que la parole ne s'est pas libérée chez les garçons qui sont pris dans ces doubles injonctions finalement et des violences redoublées. Enfin, c'est moi qui traduis avec mes termes. Et bon, bien sûr, violences redoublées du fait des attentes qui pèsent sur les garçons. Ce qui est important aussi, c'est ce qui n'est pas caractérisé comme violence et qui est banalisé, effectivement, ce qu'on appelle la violence symbolique, vite dit comme cela, c'est-à-dire les mots, les insultes, les injures, tout ce qui est sexiste, homophobe et qui donc est banalisé. Et on revient sur la question soulevée tout à l'heure, sur l'importance de nommer les faits. Et puis, l'importance de nommer les faits et l'importance du droit aussi, ce qui vient d'être dit sur la question de la loi modifiée et de ces changements qui produisent de la régression. On voit bien aussi à quel point, dans l'analyse, il y a beaucoup de choses à analyser qu'on ne prend pas forcément en compte ou qui ne sont pas visibles et que nos intervenants ont beaucoup mentionné. Et la question du droit, bien sûr, qui reste toujours très importante. Chose en vous écoutant, encore une fois, je rappelle que moi, je ne travaille que sur des dossiers de justice. Donc, je travaille sur la violence sexuelle mise en visibilité. Il y a deux aspects qui me frappent. C'est d'abord une chose qui a déjà été excessivement dite, mais qu'il convient de rappeler, c'est la violence de la procédure elle-même, qui n'est pas encore, d'après ce qu'on peut lire, adoucie, codifiée, en tout cas, est faite de telle sorte qu'elle puisse paraître un peu moins rude et âpre pour les victimes, qui toutes d'ailleurs peuvent éventuellement avoir des reviviscences de traumatismes extrêmement forts au moment de la procédure. Ça, c'est un premier point qui pose question effectivement et qui peut être éventuellement une piste. Et le second point, c'est le fossé qu'il peut y avoir entre les fossés, malgré j'imagine, le tissu associatif, les groupes, le travail qui est fait par la société civile ou certains professionnels, mais néanmoins un fossé qui demeure encore entre la vie, on va dire, et ce qui se passe dans les familles, et la procédure judiciaire et la justice. Où on a le sentiment, encore une fois, en lisant les dossiers, les auditions, qu'il y a un changement de monde, de l'un à l'autre. Il y a un apprentissage de normes et de règles dont on a le sentiment qu'il a été peu fait, mal fait, pas assez fait mais défait, où on tombe parfois des nus sur certaines déclarations, certaines affirmations, aussi bien des auteurs, des victimes que des familles d'ailleurs. En amont de ça, où est-on? Qu'y a-t-il? J'imagine que les professionnels qui sont là doivent le savoir mieux que moi, mais ça reste extrêmement frappant de voir combien les portes de la justice donnent le sentiment, en tout cas, que une fois qu'elles se sont ouvertes ou refermées, il y a de l'autre côté les familles, les auteurs et les victimes, et entre les deux, peu de choses. Voilà. Ou peu de choses sues, peu de choses connues, peu de choses qui sont d'ailleurs implémentées dans les sources judiciaires ou dans l'institution judiciaire, dans la façon dont elle travaille, hormis les psychiatres, psychologues. Et l'école est très peu présente. Le sport est très peu présent. Les adultes, de façon générale, sont très peu présents. L'éducation est un terme qu'on n'utilise jamais dans le monde judiciaire. Alors, est-ce que c'est à la limite, c'est presque plus une critique du monde judiciaire ou un constat porté sur le monde judiciaire, mais on s'interroge sur les ponts, sur les relais, sur les fils, sur les qui pourraient éventuellement d'ailleurs faire en sorte que l'entrée en procédure judiciaire soit moins violente qu'elle ne l'est aujourd'hui pour les auteurs, les victimes et les familles. Voilà, c'est juste une réflexion qui me vient à la suite de ce que vous avez énoncé. On a commencé à s'occuper de viol intrafamilial. On avait une espèce de chose qui était, toutes les mères sont des salopes, elles auraient dû protéger les petites, voir quelque chose, etc. Et j'entends que ça revient, et c'est vrai qu'un certain nombre de mères
ont mis les petites dans le lit des pères, sont mortes alors qu'elles n'auraient jamais dû mourir, comme ça, évidemment, ça ne se serait pas passé. Mais on a aussi, et plus de 350 dossiers au collectif féministe contre le viol, de parents protecteurs qui essayent de protéger les enfants et qui sont effectivement dans 90% des cas des mères. Il y a quelques pères qui essayent de protéger des enfants dans des procédures de divorce. Et on est actuellement dans quelque chose qui est totalement scandaleux, c'est-à-dire une espèce de profession de foi, comme quoi quand il y a une procédure de divorce, la mère ment forcément, manipule les enfants et le môme n'est pas victime. Alors, 90%, c'est quand même beaucoup. Hein. Mais M. Talek, président du tribunal pour enfants de Paris, l'a dit publiquement. Donc, on est dans quelque chose qui supprime la façon de penser des enquêteurs, des magistrats, etc. Et on ne peut pas défendre ces enfants. Nous, on en est à dire, on va faire un manifeste des 100 enfants qui ont été violés, qui ont parlé, dont la mère a essayé de les défendre, etc. Et on a des femmes qui ont fait de la prison ferme parce qu'elles ont essayé de protéger les enfants, des femmes qui fuguent et qui n'ont aucune défense. On est actuellement dans quelque chose qui est totalement idéologique, pas réfléchi, pas pensé. Alors qu'on sait que dans la plupart de ces dossiers, ces femmes ont été victimes de violences dès la grossesse, avec des coups sur le ventre, des choses comme ça, qu'elles s'en vont, et qu'à ce moment-là, la violence continue sur les enfants et qu'on ne peut pas les protéger. Je rappelle simplement qu'en Seine-Saint-Denis, sur les 24 meurtres qu'il y a eu ces 3 dernières années d'hommes sur leurs femmes, eh bien, il y en avait quand même bien 40% qui avaient lieu pendant l'exercice des droits de garde et devant la mère. Voilà les bons pères. Mais donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose là, sur le coup, où il faudrait... Vous savez, on est dans une société où le droit des parents est fondamental et prime sur le droit des enfants. Le droit du père de voir ses enfants, le droit de la mère et y compris un homme qui viole sa fille, qui est condamné pour ça, il aura les droits de garde. Il n'y a pas de suppression d'autorité parentale. Il y a là quelque chose à repenser. Justement, au 20e anniversaire de la Convention internationale des droits des enfants, peut-être pourrions-nous nous intéresser un peu aux enfants. À la question sur les filles qui condamnent, ça a un lien avec la pornographie. Il me semble que, justement, la bascule 4e, 3e, on ne peut pas l'établir comme ça, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la construction de soi en tant que jeune fille à l'adolescence, de la même façon que les garçons s'éprouvent dans la masculinité. Et il y a une figure imaginaire qui est très importante en matière de construction de la féminité, c'est la figure de la salope. La figure de la salope par rapport à laquelle tout le monde est amené à se positionner. Les garçons comme les filles, et les filles qui s'inscrivent. Alors cette figure de la salope, j'en parle parce que ça correspond effectivement à des figures qu'on retrouve dans la pornographie, mais qui dépassent largement la pornographie. C'est pas réduit, bien sûr, à la production de films pornographiques. Ça se diffuse dans la société, dans l'ensemble des relations, dans un bon nombre de relations hommes-femmes. Et cette figure, alors à l'adolescence, ça me paraît très problématique pour les jeunes filles qui doivent apprendre à la fois à être respectables, et dès la 6e, dès qu'on arrive au collège, il y a quelque chose qui se passe dans l'entrée au collège, à la fois montrer qu'elles sont respectables, qu'elles peuvent être respectées par les garçons et par les autres filles, ce qui suppose un travail de contrôle de leur apparence, de leur façon d'entrer en relation avec les garçons, etc., tout en étant en même temps dans une construction de la séduction. Et alors, pour avoir travaillé sur la presse féminine pour les jeunes filles, qui s'adresse donc aux jeunes filles de 12, 13 ans jusqu'aux jeunes adultes, 19, 20 ans, c'est très ambigu parce qu'il y a à la fois la construction de ces codes de la féminité érotisés. Par exemple, apprenez à devenir une sex-bombe. Devenez une sex-bombe en 10 leçons. Donc des données qui sont fournies aux jeunes filles pour leur apprendre à se vêtir d'une manière qui est jugée attractive. Et puis en même temps, une confusion peut-être des registres, puisque la jeune fille qui va jouer sur le registre de l'érotisme, tout en étant d'un autre côté dans une recherche affective, elle lance des signaux qui ne sont pas ceux qui vont déclencher les bons récepteurs. Alors sur la question de la pornographie, Alice a des choses à dire qui vont compléter ce que je vais dire, mais sur la question de la pornographie, aujourd'hui, en matière de modèle de sexualité, c'est un modèle disponible. C'est un modèle disponible auprès de la jeunesse, et pas seulement de la jeunesse, bien sûr. Hein. Et ce modèle disponible, pour l'instant, il me semble, ce modèle n'est pas pris en compte par les adultes et les institutions. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, tout ce qui se fait, pas tout ce qui se fait, mais il y a une grosse difficulté, par exemple, au niveau de l'éducation nationale, à prendre en compte cette réalité.
Les jeunes voient de la vidéo, des vidéos porno, ils ont des ordinateurs, des téléphones portables, etc. Et puis quand on doit parler de pornographie, on ne sait pas quoi, je pense, dans les lieux réservés à l'éducation, à la sexualité, à la vie affective. C'est très difficile. Ou alors c'est de la provocation. Que font les adultes face à la provocation? Il faut déjà être très au point, très solide pour pouvoir intégrer la provocation des gamins. Par exemple, madame, enculé, c'est la sexualité. Qu'est-ce qu'on fait là? Il y a de la provocation, 4e, 5e. Bon, donc tout ça, c'est une grosse difficulté, à mon avis, qui suppose une parole adulte, mais cette parole adulte qu'on va poser sur la sexualité définie comme modèle par la pornographie suppose qu'on l'intègre, cette réalité. Plutôt qu'on peut dire c'est pas bien, c'est pas normal que des gamins de 11 ans aient vu de la pornographie, sauf qu'ils en ont vu. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? On peut se voiler les yeux, et ne pas se voiler les yeux, c'est très compliqué, parce qu'on ne peut pas imaginer, un chef d'établissement ne peut pas imaginer qu'on parle de pornographie, y compris dans un lieu réservé à cela, parce que derrière il va se dire, que vont dire les parents? Qu'est-ce que je vais avoir FR3, M6, TF1 le soir si par hasard on fait une intervention où on parle de fellation? Ça se fait. Dans un cadre de prévention, ça se fait. Mais la pornographie est très difficilement posée comme outil d'analyse, outil de structuration des relations entre les filles et les garçons à l'adolescence. C'est quelque chose qui est très étudié dans les pays anglo-saxons, où globalement il y a aussi beaucoup plus d'études sur les violences sexuelles. Et moi, les quelques études auxquelles j'ai eu accès ont finalement des conclusions assez divergentes et qui restent au niveau de l'idéologie très forte, que ce soit une idéologie qui dit il y a beaucoup plus de pornographie maintenant, on y a beaucoup plus accès, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de violences sexuelles, ce qui est assez contestable. Ce qui est assez contestable, ne serait-ce que parce qu'on n'est pas capable ou qu'on n'a aucun élément qui mette en évidence une augmentation des violences sexuelles. Et sinon, une idéologie qui serait plutôt de l'ordre de ça n'a aucun impact, la pornographie n'a aucun impact, voilà. Donc pour l'instant, moi c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse et où voilà j'ai eu accès à des éléments qui vont vraiment dans les deux sens et où tout est très stéréotypé dès qu'on parle de un peu ce que disait Philippe, c'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile d'en parler sereinement et d'essayer d'analyser ça autrement que dans des logiques très cette stéréotypées. Notion qui pique un peu, on sent bien, de violence ordinaire, elle n'est pas de moi, hein, elle n'est pas de moi. Je me dédouane là, mais la typologie que j'ai énoncée n'est pas une typologie sociologique, c'est le résultat du regard de la justice sur les faits dont elle est saisie. En préambule, il faut quand même bien avoir conscience que le caractère de plus en plus inacceptable de la violence dans notre société, disons les choses comme ça, et a fortiori des violences sexuelles, fait que la justice est saisie d'un nombre croissant d'affaires depuis une vingtaine d'années. Et donc elle est, en devoir, avant de juger, de comprendre. Et le travail de compréhension qu'elle fait, c'est au fond sur la base des dossiers qui lui sont remis, des auditions des auteurs et des victimes, des expertises que le juge des enfants, quand il s'agit de mineurs, mandate, à l'issue de laquelle elle essaye d'attribuer un degré de gravité aux actes qui lui sont soumis. C'était ça, hein, sur quoi portait ma typologie. Et les degrés de gravité qu'elle accorde, c'est effectivement, ou bien elle renvoie au fond au dysfonctionnement psycho-affectif et familiaux en disant il y a problème du côté de la famille, du développement psycho-affectif des jeunes auteurs, et en général d'ailleurs elle renvoie le ballon aux médecins et aux psys. Il y a problème, c'est-à-dire on a bien le sentiment, on comprend, nous faisons un juge, au bout d'un moment il se fait sa propre opinion, puis il juge. Hein, c'est bien ça qu'on essaie de restituer. Et on a très clairement les juges qui disent là j'ai l'impression qu'on a affaire à des auteurs qui vont mal. Hein, premier acte. Deuxième cas, là, on a plutôt affaire à des auteurs dont on sait que ce sont des polydélinquants qui viennent ajouter à une série de petits délits un fait en plus. Restent les violences ordinaires, où, sur la série d'indicateurs dont l'institution judiciaire dispose, et sur lesquels elle peut faire travailler un certain nombre de professionnels, avec les moyens que l'on connaît, c'est-à-dire plutôt un peu réduits, la conclusion à laquelle elle parvient, c'est j'ai du mal à déterminer l'exacte violence dont il s'agit.
Certes, pénalement, il s'agit d'un viol puisqu'il y a pénétration ou d'une agression sexuelle, mais la notion de contrainte, menace, surprise ou violence est extrêmement relative. Je porte un regard de violence ordinaire sur cette violence-là. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas genré, que c'est pas le produit de construction genrée de la sexualité, qu'éventuellement il n'y a pas en amont de l'acte préméditation, choix des victimes, comme ça a été dit par Emmanuel et par vous-même. Mais ça reste opaque dans l'institution judiciaire et dans les dossiers judiciaires, et ça, c'est mon matériau. Donc, au final, il y a un certain nombre de ces violences sexuelles que la justice estime devoir classer. Voilà, elle ne va même pas les poursuivre. Mon propos n'est pas de dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. C'est pas un propos moraliste d'ailleurs, de mon point de vue. C'est de de témoigner en tout cas du fait qu'à l'issue de cette recherche, quand elle sent qu'il y a danger de l'auteur sur le plan psycho-affectif et sur le plan familial en général, quand il y a viol, elle va condamner une peine de prison avec sursis, mais un sursis assorti de mise à l'épreuve, et elle va renvoyer vers les professionnels de santé. Lorsque c'est des petits délinquants d'exclusion, en général, elle punit extrêmement sévèrement. Mais d'ailleurs, ils auraient pu commettre d'autres actes qu'une agression sexuelle. C'est presque anecdotique dans leur parcours. En revanche, elle a pour l'instant la réponse que, compte tenu des moyens qu'elle a et des moyens dont elle dispose, qu'elle met à sa disposition, qu'on lui offre, de l'effort d'analyse, d'investigation qu'elle fait, elle classe la majorité de ces affaires dès lors qu'il n'y a pas viol. Là, je ne parle pas des viols, je parle des agressions sexuelles, en estimant que ce sont parmi toutes les affaires qu'elle a à traiter les moins graves. J'ajoute à ceci, pour répondre directement à la question de la jeune fille, là, en disant, mais au fond, qu'est-ce que c'est une affaire de violence sexuelle pas grave, qu'elle a notamment tendance à le faire lorsque les protagonistes ont le même âge, et en particulier lorsqu'ils ont le même sexe. C'est-à-dire que si ce sont des filles de même âge ou des garçons de même âge, et en particulier de petit âge, elle aura tendance à être extrêmement clémente. Là où elle va être beaucoup plus alertée, c'est quand il y a différence de sexe et différence d'âge. Par exemple, un jeune de 17 ans sur une fille de 8 ans. Alors là, effectivement, la notion de contrainte, elle est presque explicite. La notion de violence, elle est de fait, par le rapport de force qui, de toute façon, peut s'exercer dans le passage à l'acte. En revanche, et il y a quand même un nombre non négligeable de dossiers qui sont des histoires de jeux, avec 30 000 guillemets, sexuels ou d'initiation sexuelle, qui sont entre jeunes de même âge, voire entre jeunes de même sexe et de même âge. Et là, la justice dit, j'ai du mal à voir en quoi il y a violence. C'est pas la sociologue qui le dit, c'est j'ai du mal à voir en quoi il y a violence. J'ai des dossiers dans lesquels la violence est nettement plus évidente, se lie avec une évidence beaucoup plus caractéristique et beaucoup plus explicite. Donc après, je fais un choix en tant que magistrat et en tant que juge. Voilà, c'était ça un peu que cette typologie essayait de déterminer. Maintenant, je le redis une dernière fois, cette violence ordinaire doit être considérée pas forcément comme une violence non violente, si je puis dire. C'est pas parce qu'elle est dite comme ça qu'elle ne masque pas dans les intentions, dans les désirs, dans les représentations, dans les parcours, dans les préméditations, etc., des violences. Mais là, on s'arrête au travail judiciaire possible. Alors, peut-être faudrait-il passer les relais, peut-être ne s'entoure-t-il pas des bons professionnels, peut-être les experts mandatés ne sont pas assez bien payés ou pas assez bien formés, j'en sais rien, c'est un autre débat. En tout cas, voilà le regard judiciaire porté sur ce type d'acte. Pour travailler dans un des départements où vous avez fait votre enquête, je connais la tolérance extrême de la brigade des mineurs de Seine-Saint-Denis, par exemple, sur ces questions d'agression sexuelle. Il faut vraiment que la tolérance, c'est-à-dire ils ont une barre très haute. Et donc, moi, je me souviens d'être intervenue dans un collège où c'est pas à la demande du procureur qui classait un viol en réunion avec photographie de la petite fille et balancement sur l'ensemble des copains, le tout dans les chiottes de l'établissement scolaire, classé. Et il me demande d'intervenir et de faire de la prévention. Alors je rappelle, je dis écoutez, je veux bien, mais je suis pas complètement imbécile. Je vais aller dire aux enfants c'est interdit. Ils sont tous là, regardez, je vais aller voir de quoi. Et la principale un peu intelligente, même vachement, a fait, elle, une enquête machin. La petite fille a dit je l'ai fait parce que j'avais très peur, souligné 4 fois. Les garçons ont dit que oui, ils savaient qu'elle voulait pas, mais on renvoie ça au procureur, reclassé. Alors, ce qu'on a obtenu, c'est un déplacement des garçons dans un autre établissement scolaire, vachement content de les accueillir. Et après ça, on a dit, vous voyez, on vient parce que c'est interdit. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on fait comme boulot là ? Moi, c'est pas que je veux tous les mots mentaux, je pense même que c'est pas du tout leur place. Mais qu'au moins, quelque chose leur soit dit sur l'interdit.
Au conseil d'école, le môme agresseur principal, il avait l'avocat avec sa famille. Pour ne pas changer d'établissement, il a loupé. Mais quand même, je pense qu'il y a cette tolérance des intervenants policiers et judiciaires sur ces questions sexuelles en particulier. Le nombre de fois où j'entends dire « Oh, Madame Piette, c'est du touche-pipi, vous vous énervez pour rien ». D'abord, je ne m'énerve pas, mais je trouve qu'on devrait faire quelque chose sur cette histoire-là et arrêter d'être tolérant. Parce que ça les abîme, les enfants. C'est tout. Et de fait, c'est vrai. Dès qu'on cherche, on trouve tout. La principale, elle a tout trouvé. Et quand on l'a rebalancé au procureur qui a un type fort sympathique, il a classé quand même. J'ai fait une petite enquête avec 2 étudiantes sur les violences sexuelles, sexistes et homophobes dans les établissements scolaires lyonnais, en collège et en lycée. C'était extrêmement difficile de pouvoir entrer dans l'établissement, sachant qu'on passe par les chefs d'établissement qui tous commençaient par dire « mais nous, il n'y a pas de violence chez nous ». Ça n'existe pas, enfin tout se passe bien. Et donc, bon, c'est déjà première chose, c'est ça. C'est avant même de faire une enquête, on dit qu'il n'y a rien. Deuxième chose, c'est que on s'est rendu compte également de tous ces mécanismes de protection, ce qui suppose que faire des enquêtes sur les violences dans certaines institutions, ça ne peut que générer du silence, du repli, du déni. Donc là, on a affaire à l'accès à la connaissance. Donc après. C'est aussi, alors, je vais prendre l'exemple de mon bouquin sur les violences dans le sport parce qu'il est très révélateur. Enfin, à l'époque, Catherine, on en avait discuté à l'époque quand ce bouquin était sorti. J'ai été accusé d'avoir inventé des cas. C'était pas scientifique, c'était pas sociologique, parce qu'il aurait fallu peut-être que je prenne un échantillon représentatif des filles violées. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les témoignages que j'ai pu obtenir, qui parfois étaient des témoignages spontanés. Pourquoi des témoignages spontanés? Parce que des filles qui ont appris que je travaillais là-dessus, alors qu'elles avaient l'impression que personne n'en parlait, qu'elles étaient seules au monde, venaient me taper à ma porte, m'écrivaient spontanément. Donc là, il y a des choses qui peuvent ressurgir, mais de façon indirecte. C'est-à-dire que progressivement, on peut avoir comme ça des informations, mais si on produit comme ça une volonté, enfin si on expose une volonté de vraiment traiter la question, tous les mécanismes que vous évoquez ressurgissent. Et c'est ça qui est terrible, c'est d'arriver à masquer des choses dont on a connaissance simplement par crainte des conséquences sociales en termes d'image sur l'établissement, etc. Or, pour revenir à ce qui était juste dit avant sur la Seine-Saint-Denis, où c'est le même cas ailleurs, tant qu'on ne dit pas les choses, et tant qu'on ne qualifie pas les choses, eh bien, effectivement, les jeunes ils peuvent continuer à dire, mais on s'amuse, on fait du touche-pipi. La question à se poser, c'est qui touche le pipi à qui, et qui a envie de toucher le pipi, de se laisser toucher. Et quand on pose pas ces questions, bah effectivement, tout se... Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conséquence sur le plan pénal de cette mise en évidence du caractère central de la répétition dans les violences sexuelles? Alors, moi j'ai un peu commencé, et je compte bien poursuivre, à analyser les conséquences pour les victimes des violences sexuelles. Donc, sachant que quand on parle de violences sexuelles, on parle soit d'agression sexuelle, soit de viol, que pénalement... la différence entre les deux est fondée sur une question de pénétration qui aurait eu lieu ou non. Et quand on regarde les conséquences pour les victimes, finalement, cette distinction agression sexuelle et viol, elle est assez peu opérante. Ce qui joue beaucoup plus, c'est effectivement cette question de la répétition qui va produire des conséquences beaucoup plus lourdes. Ça va aussi un peu dans le sens de ce que disait Sophie Perrin. Si les violences ont été répétées, qu'elles ont été tues pendant des années, qu'elles ont enfermé dans un rapport de domination et de totale incapacité à être acteur de sa vie. Et voilà, donc il serait intéressant en tout cas que la construction des qualifications pénales et juridiques soit éventuellement repensée pour... finalement en finir avec cette distinction très très patriarcale entre est-ce qu'il y a eu pénétration ou pas, et qu'elle prenne en compte plus la réalité de ce que vivent les victimes, qui va finalement, sans vouloir dire qu'un viol unique n'est pas grave et n'a aucune conséquence du tout, mais que ces situations d'emprise totale qui sont marquées par la répétition des violences sexuelles finalement doivent probablement être prises en compte un petit peu autrement.